Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Luc Tassé, bonjour. Bonjour, cher directeur de l'optimisation. Qui ne gestionne rien ni personne. Bon, dis donc, j'ai fait deux entrevues sur l'Iran et ce qui en ressort, c'est la lâcheté, la complicité tacite du Canada. Là, il y a les États-Unis là, qui lancent des avertissements à l'Iran. Il y a plus que ça, il y a l'Iran aussi qui a rejoint les États-Unis en disant, écoutez, nous, on est prêts à négocier. Et en fait, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Iran qui s'appelle Abbas Araghchi qui est en contact, semble-t-il, avec Steve Witkoff. Et qu'est-ce qu'il propose? Il propose de négocier les questions nucléaires. Oui, mais Trump a dit, écoutez, là, c'est parce que vous massacrez des gens. Je t'entendais encore une fois tout à l'heure, on ne sait pas combien. Les ONG américaines disent plus de 500 personnes. Des sources israéliennes disent plus de 1000 personnes qui ont été tuées dans les manifestations. Il y a peut-être 10 000 personnes qui ont été arrêtées. C'est assez grave ce qui se passe en ce moment. La population est vraiment dans la rue. Et Trump dit, écoutez, j'examine les options, étant entendu qu'il est très conscient que s'il intervient militairement, ça pourrait se retourner contre les États-Unis, ça pourrait en fait rassembler toute la population derrière le gouvernement des mollahs, alors des ayatollahs, alors que justement, la population veut se débarrasser de ce régime totalitaire religieux. Donc, qu'est-ce que Trump peut bien faire? Est-ce qu'il va armer la population? Est-ce qu'il va essayer d'enlever l'ayatollah Khamenei? J'en doute. Est-ce qu'il va attaquer certaines cibles bien précises chez les gardiens de la Révolution pour les déstabiliser? Est-ce que c'est ça les options? On ne sait pas. Toujours est-il qu'il y a quand même une option qui est dans l'air, c'est qu'il semble que le système Starlink d'Elon Musk viendrait à la rescousse, serait mis à la disposition de la population iranienne parce que les autorités ont tout fermé là-bas, ont fermé tous les réseaux. Alors ça, mais peut-être, mais aussi, il va falloir faire attention aux faux réfugiés iraniens qui vont quitter le pays et on va se ramasser avec des tortionnaires, avec des membres de la police des mœurs, avec des violeurs, avec des meurtriers qui vont se présenter comme réfugiés à la suite de cette révolution. Avec des ultra-fondamentalistes religieux aussi, qui vont essayer de régimenter les musulmans ici, en leur disant, enfin, portez le voile, en disant aux gens, faites pratiquer la charia, etc. Oui, il y a un problème avec ces gens-là, c'est très clair. Bon, mais c'est pas tombé. Le régime n'est pas encore tombé. On ne sait pas s'il va tomber non plus. Il faut faire bien attention. Frédéric Metz en visite en Inde pour faire quoi? C'est très intéressant ça aussi parce que tu sais que ça va mal en ce moment pour l'Europe à cause de Donald Trump, qui a des relations commerciales de plus en plus tendues avec l'Union européenne. Ça va pas bien avec la Chine non plus parce que la Chine est de plus en plus autonome au niveau commercial et qu'elle impose des conditions assez dures pour le commerce. Donc, que font les Européens? Ils se retournent vers l'Inde. Marché d'1,4 milliard d'habitants, pas réellement tant que ça parce que les Indiens sont pauvres en général, mais quand même gros marché potentiel. Et donc, ce que Metz dit, c'est qu'il faut absolument accélérer les négociations de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde. Il voudrait que ces négociations aboutissent cette année en 2026 et qu'un traité soit signé entre l'Union européenne et l'Inde cette année. Et en plus, l'Allemagne négocie avec l'Inde toutes sortes d'accords pour des sous-marins, par exemple. Il est question de remplacer les vieux sous-marins russes dont l'Inde essaie de faire fonctionner, mais moi, je ne monterai pas à bord de ces sous-marins-là. Et puis, il y a aussi des accords dans le domaine des semi-conducteurs, des terres rares, l'Inde en a beaucoup, de l'énergie, etc. Donc, c'est très intéressant de voir ce rapprochement entre l'Europe et l'Inde qui se fait parce que, justement, il y a des problèmes avec la Chine et avec les États-Unis. Et pendant ce temps, Trump qui poursuit encore le directeur de la Réserve fédérale. Mais ça, c'est incroyable. C'est une double faute, tu sais. D'abord, la Réserve fédérale américaine, c'est indépendant parce qu'on ne veut justement pas que les politiciens jouent avec ça. Parce que tout le monde sait que si on fait baisser le taux directeur, ça va générer subitement beaucoup d'activités économiques, ça va être très bon pour l'économie à très court terme et ça peut générer une vague de sympathie à l'égard du gouvernement qui est en place.
Le problème, c'est qu'à plus long terme, ça génère de l'inflation et ça, c'est très, très mauvais pour l'ensemble de l'économie. Donc, on a détaché les décisions sur le taux directeur du milieu politique en général. On ne veut pas que les politiciens, qu'on ne veut pas que les élus aient une influence là-dessus. Non, dit Trump, j'exige que vous baissiez les taux d'intérêt. Ben oui, mais les gouverneurs à la Banque fédérale ont dit non, on ne veut pas le faire, ce n'est pas le temps de le faire. Ah bon, dit Trump? Ben, puisque c'est comme ça, je vais poursuivre la Réserve fédérale et en particulier Jérôme Powell, parce que vous essayez de construire en ce moment, vous êtes en train de construire une rallonge, un édifice, une annexe à la Réserve fédérale. Ça va coûter un prix fou, c'est 2,5 milliards de dollars et je trouve qu'il y a de l'abus probablement. Mais bref, ils les poursuivent. Ils demandent au ministère de la Justice américaine de poursuivre le directeur Jérôme Powell. Ben oui, mais première faute, on n'intervient pas dans les décisions de la Banque centrale, de la Réserve américaine, en d'autres termes, parce que justement, on ne veut pas politiser ce processus dans les démocraties. Deuxième faute, c'est ce que tous les dictateurs font, on n'instrumentalise pas le ministère de la Justice pour poursuivre ses opposants. C'est une double dérive de Trump en ce moment et c'est très dangereux, donc, ce processus-là. D'ailleurs, Jérôme Powell l'a avoué candidement. Il a dit, ben oui, dimanche, c'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train d'essayer de m'éliminer comme opposant parce que je m'oppose à une baisse des taux d'intérêt en ce moment. Toutes les études disent qu'il faut, c'est pas le temps de faire ça. Bon. Et rapidement, avant qu'on se quitte, Loïc, Cuba et les États-Unis, il n'y en a pas de négociation. Non, il n'y en a pas de négociation, mon cher camarade. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Il n'y en a pas question du tout. Le président Miguel Diaz Canel est sorti en disant ben écoutez, non, il n'y a pas de négociation, dit M. Canel, avec les États-Unis. Trump, sur un réseau social, avait charrié l'idée que peut-être que Marco Rubio pourrait diriger Cuba. Ben oui. Je pense que c'était plus à la blague qu'autre chose. Mais bref, il a quand même averti très sérieusement Cuba, Donald Trump, que le pays ne recevrait plus de pétrole du Venezuela, ni d'argent du Venezuela. Et donc, comme le régime est très, très affaibli en ce moment, c'est sûr que ça va faire très, très mal à Cuba. Peut-être que la Russie va venir à la rescousse de Cuba. Ou la Chine. Ou la Chine, hein? Il y a des options. Merci, Loïc. On se reparle demain. Salut, Anna.